Bonjour, mon nom est Christophe Chapelot et aujourd'hui à la Folie des Grandeurs, on reçoit Jean-Marc et Sophie de Terra Magica, un GN médiéval fantastique PvE familial situé sur le portail de Nyria à Bécancour. Et sur ce, bonne écoute! Jean-Marc, Sophie, merci tellement d'être là aujourd'hui à l'émission. Je suis content de vous avoir, vous êtes dans les débuts du podcast, donc on se connaît quand même déjà un petit peu. Donc, vous êtes là pour Terra Magica aujourd'hui. Exact. Terra Magica, depuis combien d'années? C'est quoi? Faites votre pitch d'ascenseur, dans le fond. Premièrement, merci de nous avoir invités. Quand on a vu ça dans la boîte courriel, on a fait sauter sur l'occasion tout de suite. On était comme, d'un, on le connaît, de deux, toujours une bonne chance de parler de Terra, là, c'est toujours le fun. Mais, ça, donc Terra Magica... ça va faire 20 ans cette année. C'est notre 20e anniversaire. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le nom de quelque part. Ils disent « Ouais, j'ai déjà entendu ça, mais je n'ai jamais été ou quoi que ce soit. » Mais c'est ça va faire 20 ans. Puis c'est parti d'une maison de jeunes. Fait que on est parti de Chemédé avec une maison de jeunes, Val-Martin, qui ont décidé qu'ils allaient amener des jeunes vivre une expérience différente. OK. Puis c'est ce qui a créé l'univers de Terra. Fait que les jeunes avaient le droit de jouer jusqu'à 18 ans. Ils avaient leur fiche de personnage, puis ils déambulaient dans l'histoire qui était à ce moment-là animée par Martin Bilodeau. Oui, exact. Puis quand les jeunes passaient le cap des 18 ans, ben la plupart continuaient comme personnages non-joueurs, donc devenaient NPC. Fait qu'ils faisaient une rotation comme ça au niveau de leur population de joueurs. Puis les cordeaux ont fini par changer. Puis ça a passé de main en main jusqu'à être dans les mains de Jean-Marc depuis 7 ans maintenant. Ouais. Wow! Ça. Donc, je suis pas là depuis le début, mais entendu, je suis pas assez vieux pour ça. mais non, c'est ça. Fait que ça fait 7 ans, là, effectivement, que j'ai repris le rôle de coordonnateur, qu'on appelait, là, qui n'existe plus maintenant. Mais c'est un sujet pour un autre jour, mais qui c'est ça, là. Donc, ça fait 7 ans aussi qu'on est une entreprise, là, une OSBL enregistrée aussi. Donc, on essaie de faire les choses comme il faut. Là. C'est pas juste du GN pour nous. Là. C'est une passion, un passe-temps. Puis c'est de faire vivre aux gens, surtout les jeunes, puis les familles aujourd'hui, en fait. Là. C'est cette passion-là aussi. Là. Ben ça, vous êtes bien établi. Clairement, vous avez une structure. C'est une machine qui roule depuis 20 ans, mine de rien. Ça prend des engrenages solides. Là. Fait que... Mais d'ailleurs, je suis juste curieux parce qu'on parle de Maison des Jeunes. Est-ce que vous aviez commencé en tant que jeune au début? Non? Nous, non, mais on a des vétérans dans l'équipe d'animation qui sont là depuis les tout débuts, qui ont commencé en tant que joueurs, d'autres qui ont été joueurs, qui ont tombé anime à 18, puis qui sont redevenus joueurs par la suite, puis qui reviennent avec nous cette année. Fait que non, on a une équipe solide d'animation. Je pense à Myriam, je pense à Marie-Noël, qui sont là depuis vraiment longtemps. Ah, on les salue. Puis, c'est ça, Terra Magica, c'est un peu comme une... Il y a un peu un aspect familial. L'aspect familial, oui, on accepte les familles, mais dans le sens, dans l'organisation en tant que telle, il y a l'aspect familial. Il y a du monde qui partent, qui vont faire d'autres GN pendant quelques années. Puis souvent, ils finissent par revenir quand même. Ouais. Là, fait que il y a quelque chose de spécial là-dedans, là, j'imagine, pour que les gens continuent à revenir comme ça. C'est toujours bon signe quand les gens reviennent. Là. Généralement, ça veut dire que vous avez réussi à les toucher en quelque part. Je sais que moi, mettons, mon premier GN que j'ai fait, mon premier GN à vie, en fait, j'ai commencé là-bas, puis éventuellement, je suis rentré dans l'organisation, puis tout ça. Puis c'est pas tout le temps ça qui arrive, mais ça a été mon cas aussi. T'sais, mon premier Terra, c'est il y a 10 ans maintenant. Ça va être mon 11e été. Puis j'ai joué une fois, un jeu seulement. Puis en décembre de cette même année-là, les coordonnateurs en place m'ont écrit. Puis ils étaient comme, fait que t'animes avec nous l'année prochaine. Puis j'étais comme, j'ai fait un GN à vie, là. À vie. Puis j'étais comme, ouais, ça me tente. Wow! Puis je me suis ramassée avec un personnage qui a fait le combat final, qui était la grande méchante l'année d'après, là. OK. Non, c'était le fun, c'est une belle expérience. Ça reste dans l'histoire de Terra d'intégrer du monde autant à venir jouer, mais qu'à apprendre à venir animer puis à venir donner cette passion-là à d'autres. Ah, c'est génial, là. Tu sais, c'est l'aspect que vous disiez, l'aspect familial, de comme il y a des gens qui partent, il y en a qui reviennent. Je trouve que ça fait bien avec ça. Tu sais, c'est comme vous êtes une introduction au monde GN. Puis je trouve j'ai l'impression, je sens pas un esprit de compétition ou whatever dans les interactions que j'ai eues avec vous autres. Non, puis on est fiers de ça. On se dit comme étant un GN. On dit d'intégration maintenant, d'introduction dans le temps, mais là, on dit on n'est pas juste pour les nouveaux. Là. Il y a des anciens qui ont le droit de rester aussi. Là. mais on se dit comme étant un GN d'intégration au monde du GN, là, justement.
autant si vous avez de l'expérience que pas d'expérience. Puis ça fonctionne, en fait. Là, dernièrement, j'ai contacté des joueurs qu'on a eu l'année passée. L'année passée, on a eu un gros salon de la passion médiévale. Fait qu'on a eu... Il y a eu 50 nouveaux à un événement. À peu près à tous les jeux, on a eu autour de 40-50 nouveaux pour nos 3 jeux. Fait qu'on a eu pas loin de 150 nouveaux l'année passée, ce qui est comme aussi notre population totale de joueurs permise. Là. Mais ça, vous aviez limité les inscriptions d'ailleurs, là, si je me trompe pas. Tout à fait. Ouais, 150 maximum, du moins l'année passée, c'était ça le cap là, pour des questions d'espace physique. Là, ouais. Ça, fait que la limitation de 150, tu viens de dire justement le terrain. Est-ce que, j'imagine aussi, il y avait un enjeu d'équipe, là, parce que je veux dire, vous êtes PVE. On est 100% PVE. 100% PVE, c'est ça. J'irais jusqu'à dire qu'on décourage le PVP. On cherche un PVP sain au niveau des objectifs, mais on décourage de l'attaque entre groupes. On veut qu'ils se battent contre nous. Donc, oui, ça fait qu'on a besoin d'une équipe quand même assez... substantielle, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est ça, c'est pas évident de trouver du monde, là. On en parlait tantôt avant d'enregistrer. Puis, d'avoir du monde qui est capable de se battre, qui est capable de faire un mix de combat puis le roleplay. Il y en a des fois qui se spécialisent dans quelque chose, puis c'est super, là. Mais, puis t'en as des fois qui sont un peu plus jack of all trades, tu sais. D'ailleurs, juste pour le fun, vous autres, vous mettriez où, mettons, sur cette échelle-là? Genre, entre... Je dis une échelle genre combat roleplay, là. Mais genre de 1 à 10, comme 10 étant combat, genre, puis 1 dans roleplay pur, là. Quelque part dans le milieu, je dirais, probablement. Ouais. Genre, souvent, nous autres, on a beaucoup de monde qui sont roleplay, fait qu'on a besoin de combattants, souvent. Donc, je finis plus souvent dans ces rôles-là, mais le roleplay ne me dérange pas non plus. Ouais. Je suis pas le meilleur, mais ça va bien. J'ai envie de te dire 8 ou 2. Dans le sens que si je... Ok, ouais. Je vais faire un monstre l'été passé, puis il revient cet été dans 2 des 3 jeux, puis je vais me donner à 100%, puis je vais avoir énormément de fun, mais ça va être le combat dans lequel je vais m'investir. Okay. Mais après, donne-moi une scène où est-ce que je peux aller en jeu avec les joueurs, m'investir autrement, les faire se creuser un peu plus la tête, puis les accompagner dans des développements, fait du bord des joueurs. Puis si tu me donnes un personnage qui fait du roleplay qui est supposé être contre les joueurs, je suis vraiment pas la meilleure. Ok, ouais. T'es pas méchante. Genre, j'ai vraiment trop tendance à être du bord des joueurs, fait que les méchants, si je peux taper sur du monde, ça va bien. Ok. C'est ça. Ouais, c'est objectif. Ça, je te comprends, je suis un peu pareil, honnêtement, là. J'ai tout le temps de la misère, même dans le temps de Terre Immortelle, mon premier GN, là, je m'admets, c'était comme qui m'a fait un gros méchant, tu sais, puis je me retrouvais tout le temps à devenir un peu trop gentil. Mais on peut, je vais te donner une chance. C'est ça. Ouais, non. Là, tu te justifies en disant, ouais, je suis un méchant, mais je suis pas stupide, là, tu sais, genre, je vais pas... Puis là, finalement, t'es comme, non, il fallait que je sois plus méchant que ça. Mais c'est le même problème ici. Exact, là. Ouais. C'est... Puis, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça m'amène vers ça, mais... c'est tout quelque chose qui polarise dans certains GN, mais la mort. Donc, la mort permanente, les GN l'abordent de façon complètement différente, de place en place. T'en as que c'est complètement impossible, puis t'en as d'autres que c'est, t'as une vie, t'es mort. Vous autres, ça se situerait où là-dessus? C'est un peu mitigé. C'est drôle parce qu'on en parlait un matin, puis j'ai sorti la ligne à Terra Magica, tout le monde est immortel jusqu'à ce qu'on ne le soit plus. Ouais. Donc, dans le système de règles, on revient ad vitam aeternam, là. C'est pas un problème, surtout pour les joueurs. Sauf quand ils s'embarquent dans une quête, puis que là, on leur dit cette quête. On essaie de dire de manière roleplay, mais on stresse le fait aussi. On dit, n'oublie pas, cette quête est mortelle. Ouais. Là, si tu décides que tu t'en vas dans le plan du feu pour aller chercher une lame de phénix, t'es dans le plan du feu, mon ami. Si tu reprends pas le téléporteur avec nous à la fin, t'es fini, là. Ouais. Fait on essaie d'être transparent parce que ça fait qu'il y a des joueurs qui choisissent de ne pas faire ces quêtes-là parce qu'ils ont un attachement réel envers leur personnage. Ils veulent pas le perdre. Donc, ils vont cibler les jeux en conséquence. On fait pas 28 quêtes mortelles par scénario non plus. Des fois, il y en a pas du tout. Mais quand on en fait, on s'assure que les joueurs le savent, mais ça leur donne une occasion. S'ils meurent pour vrai, on va s'arranger pour que ça reste ancré dans les mémoires. Ouais, ok. Ouais. Puis ça c'est peut-être une quête mortelle ou 2 par année, peut-être. Là. Donc, ok. C'est ça. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, tu sais, il y a certaines places, admettons, qui en ont pas du tout. Il y en a qui composent bien avec ça, mais je pense qu'il y en a des fois qui ont ce problème-là que la mort devient un peu banale, en un sens. Tout à fait.
Puis c'est comme, moi, mais de toute façon, je vais revenir, tu sais. Puis, fait que, des fois, j'ai l'impression que ça peut comme faire des problèmes dans le gameplay. Puis, tu sais, aussi, comme, bon, ben, je vais oser faire n'importe quoi. Fait que j'aime cet aspect-là de, ben, en un sens, c'est entre tes mains. Si tu agis, c'est un peu ça que j'essaie de faire dans mes événements aussi, là, que ce soit pas, bon, ben, l'animation a décidé que tu allais mourir, fait que tu vas mourir. C'est comme, non, j'ai pris un risque, high risk, high reward, là, ce genre de choses-là, comme tu disais, tu vas dans un plan du feu pour avoir une arme épique, ou quelque chose de même. Là. Mais... Faire attention. Est-ce que ça fait que dans le reste du temps, la mort est un peu banalisée? Ben, j'ai envie de dire oui quand même, sauf que ce qu'on essaye d'encourager, c'est comme il y a moins de conséquences à mourir, tu peux tomber en combat. C'est pas grave. Tu vas réavoir tes aptitudes par la suite. Il y a littéralement pas de conséquences à part que tu prends un break de 15 minutes, ce qui en JN est une bonne chose d'habitude. Puis ça rejoint un peu notre esthétique d'introduction puis d'intégration aussi, parce que si tu vas dans l'autre GN puis tu fais « Ah non, moi je vais pas mourir parce que la mort est réelle ici », puis t'as pas compris c'était quoi le GN, puis compter des points de vie ou ton démembrement ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut que les gens soient à l'aise. De pouvoir mourir, justement. Là. Ça fait partie du jeu aussi. Ben oui. Fait qu'il faut pas le rendre dramatique quand c'est pas nécessaire. C'est pour ça que ça vient vraiment rejoindre, comme tu disais, notre idée d'intégration. Mais en même temps, si tu fais répétitivement des choses qui te mettent en danger de manière suffisamment importante, ben ça se peut qu'on s'arrange pour qu'il y ait un risque réel à ce que tu le refasses. On va t'avertir. Mais... Oui. On est très dans l'optique méta, pas méta, genre, on veut que les joueurs soient informés s'il y a des choses qui peuvent avoir des conséquences qu'ils n'auraient pas prévues pour éviter de la frustration, des déceptions qui ne seraient pas nécessaires. On veut leur faire vivre plein d'émotions. Je veux qu'ils soient fâchés dans un débat éthique dans la scène, qu'ils regardent puis qu'ils fassent « Mais pourquoi tu me fais prendre cette décision-là? » Sauf que j'ai pas envie que ce soit l'humain en arrière qui soit fâché pour vrai. Non, c'est ça. Ça, c'est tout le temps une ligne aussi... complexe à danser. J'ai l'impression que certaines personnes arrivent à mieux faire la distinction que d'autres. Mais justement, le plaisir du personnage puis le plaisir du joueur, puis c'est comme tu peux avoir des super belles scènes où tu argumentes avec quelqu'un puis que justement que tu meurs, puis ça peut être vraiment nice. Je parlais avec une de mes meilleures amies, tu sais, qui, elle disait, un de mes plus beaux moments de GN, c'est quand mon personnage est mort, tu sais. C'était une mort vraiment épique, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que comme, quand vous dites, tu sais, on s'arrange pour que ça reste ancré dans l'histoire, ben, je trouve que c'est cool, parce que ça donne une meilleure image de, ben, c'est correct que mon personnage meure aussi, tu sais. La fin fait partie de la vie, tu sais. C'est vraiment ça. C'est comme un cycle. Ouais, c'est cool. Je saute un peu du coq à l'âne, mais je reviens sur le fait que vous étiez... Ben, à la base, c'est parti d'une maison des jeunes. Donc, à la base, c'était... Dans le fond, les joueurs étaient tous des jeunes. Puis, après ça, ils passaient comme NPC. Dans le fond, ils faisaient partie de l'animation. Fait que, ça, j'imagine, ça a changé. Oui. Vu que c'est ouvert à tous maintenant, je comprends. Ça a changé avant, comme... Il y a un bon moment. Là. On n'a pas connu l'époque, là, en fait. Là. Ça date d'il y a plus que 11-12 ans. Là, Il y avait encore un autobus pour amener les gens sur le terrain. Au début, quand on était là, il y avait encore un autobus. Il amenait les jeunes encore. Fait que il y a toujours eu ce souci-là d'accessibilité aussi, là, qui se reflète encore aujourd'hui, là, comme covoiturage dans nos prix aussi, ce genre de choses-là. Là. On essaie de garder ça abordable. Ça rentre encore un peu dans la tentative d'intégration. Là. C'est en 2024, d'ailleurs, c'est combien, mettons, juste un événement de Terra? Ben, adulte, c'est 50$. Encore, ça n'a pas bougé. Ça fait longtemps que c'est comme ça, mais là, les prix commencent à monter pas mal dans l'industrie, d'après ce qu'on voit. Fait qu'on veut garder ça à 50$ le plus possible. Le souper du samedi soir est fourni. C'est la fin de semaine au complet jusqu'à dimanche midi. Fait qu'on essaie d'en donner le plus possible pour l'argent du monde. Pour les ados, c'est 40$. Pour les enfants qui accompagnent leurs parents puis qui jouent, qui ont une fiche, c'est 30$. Donc, comme ça, ta sortie en famille ne te coûte pas 600$ parce que tu as 5 enfants. Ouais. C'est tout le temps un enjeu, là, surtout quand tu fais un GN qui se veut plus familial. Là. Pour revenir, tu demandais, dans le fond, c'est plus par des maisons, c'est plus les jeunes, c'est plus juste des jeunes. Maintenant, c'est au niveau de l'animation, on est vraiment rendu une équipe. En fait, il y a eu comme plusieurs phases à Terra Magica. Là. Il y a eu la phase Maison des jeunes, puis après ça, il y a eu la phase... Les jeunes sont devenus des jeunes adultes, essentiellement, mais c'était les mêmes adolescents qui avaient grandi puis qui étaient redevenus adultes, qui étaient encore là. Puis là, quand on a déménagé de terrain durant la pandémie, en revenant de la pandémie, en fait, là, c'est sûr que notre population s'est renouvelée un petit peu. On a eu
déjà avant, on commençait à être plus familial, mais là, on s'est rebrandé, là, si on veut, vraiment plus familial à partir du déménagement. Puis le but maintenant, c'est vraiment de dire, ben, ces gens-là étaient des adolescents, ils ont grandi, ils sont devenus jeunes adultes. Il y en a qui ont eu des enfants qui ont arrêté de faire du GN. Ouais. Parce que, obligation de la vie, là, veut pas, mais que maintenant que leurs enfants sont un peu plus vieux, ben, ils aimeraient ça revenir faire du GN, puis nous autres, on veut qu'ils puissent partager ça avec leurs enfants. C'est pas un GN, c'est pas une garderie, ton enfant n'a pas le droit d'être tout seul, en bas de 13 ans, t'es avec lui tout le temps, okay. Mais c'est fait pour que tu puisses venir vivre ta passion de GN, puis la partager à ton enfant aussi. Là. Si je peux me permettre, là. Les enfants suivent souvent mieux l'histoire que leurs parents. C'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement vrai. Ça, j'ai aucune misère à te croiser. Il y a toujours une qui arrive. Puis là, il a dit ça, puis là, automne a fait telle affaire, mais parce que telle chose existait, ça marchait pas. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, comme même moi, j'étais comme, c'est une bonne idée, ça. Bravo. Wow. Ils sont vraiment bons. Les jeunes qu'on a sont impressionnants, puis ils ont envie d'être là. Ils la comprennent, l'histoire, ils comprennent les règles. Ils nous pose des questions pour être sûr que ça fonctionne parce que j'ai telle chose sur ma fiche puis que je peux. Je suis comme, oui, vas-y, OK. Mais puis je pense qu'ils la comprennent parce qu'ils la vivent à un niveau beaucoup plus profond que leurs parents. Leurs parents sont comme, ben, je sais que c'est un jeu pour les enfants, faire la différence entre le jeu et la réalité, c'est... Ils la font un peu, là, quand même, mais pour eux autres, c'est différent. C'est à un niveau complètement différent, là. Oui. Puis souvent, il y a des parents qui nous écrivent, qui sont comme, là, je suis plus capable. Là, genre, ça fait 2 semaines. Hier, il y a une de nos animatrices que ses enfants viennent au GN, justement. Puis elle nous a dit, elle compte les jours depuis la fin du dernier. À tous les jours, et comme il reste X nombre de jours. Donc, c'est ça. C'est genre, je retourne dans le garde-robe de Narnia, là, dans tel moment. C'est ça. C'est vraiment ça. Ben, tu me dis, si nous, on est capable de décrocher de la réalité l'espace d'une fin de semaine, eux changent complètement d'identité pendant un temps. Là. Ça fait rêver, puis ça développe tellement d'habiletés faire du GN. C'est à pas négliger, j'ai l'impression aussi. On développe autant de la créativité que de l'esprit d'équipe. En même temps, ça prend de la logique, ça prend une capacité de... Faut faire des maths en GN, soyons honnêtes. Hein, je compte mes points de vie. J'ai utilisé combien de compétences. On travaille notre mémoire. Socialement, c'est incroyable. Physiquement et socialement, c'est incroyable aussi. Là, juste le fait de devoir se dégainer. Souvent, la population de GN, ben, on a un stéréotype plus gêné, plus socially awkward, introverti, etc. Mais veux pas... T'as beau être aussi socially awkward que tu veux sur le terrain de GN, il y a personne qui l'est, là. C'est vrai partout. Ben c'est ça, tu mets un masque différent, il y a plus les mêmes... tu sais, un peu comme... voyons, c'est un peu drôle comme parallèle, là, parce qu'on parle d'un GN familial en plus, là, mais tu sais, donc quand on dit genre, ben, prendre l'alcool, ça dégêne, tu sais. Ben, en un sens, là, c'est comme, ben, tu prends un rôle, tu sais, tu prends une autre identité, ça te donne une porte vers tellement de possibilités, là. J'ai envie de transitionner vers vos règles. Oui. Pour le fun. De quoi ça a l'air? Combien de pages? On est fiers de celle-là. OK. Mais je vais nommer Thierry parce que Thierry fait un travail... Salut Thierry. Allô Thierry. Il fait un travail acharné à chaque année. C'est lui qui écrit toutes les patch notes. On fait certains changements pour ajuster le système. Puis on s'assure d'expliquer les changements aux joueurs aussi. Cool. Parce que si on retire une compétence, on veut qu'ils sachent pourquoi. Pour, encore une fois, essayer d'offrir l'expérience la plus uniforme possible à l'ensemble de la population. Fait que ça prend une balance de jeu, mais on veut pas dénaturer les personnages non plus. Fait qu'on essaye à travers nos changements de s'assurer de maintenir l'essence de Terra. Puis Thierry fait un travail de moine, tellement que malgré l'ajout de plusieurs recettes pour nos artisans, Scoop Gang, le livre fait moins de 100 pages, incluant toutes les recettes. Ouais. Cool. C'est un combat toutes les années. Là. On rajoute sans arrêt du stock, mais on continue à essayer de le compresser un petit peu. Vous faites pas juste diminuer la police, là. Non, on n'enlève pas les espacements ni rien. Là. Non, c'est un peu, là, mais genre... Non, c'est accessible. Taille 11 ou 12, Thierry me corrigera, mais on est vers ça. Puis la partie essentielle, j'ai envie de dire, fait une 20aine de pages. Ouais. Okay. Dans les faits, si tu sais un peu ce que tu veux faire, tu lis les règlements généraux, tu lis ton archétype qui est ta classe, essentiellement, puis t'es en business, les effets de jeu, t'as pas besoin de les connaître parfément. Les gens vont te dire qu'est-ce que ça fait en jeu quand ils vont te lancer une boule de feu ou un enchevêtrement ou peu importe là, à ce moment-ci. Donc, il est très facilement abordable. Encore une fois, je vais répéter le mot intégration souvent, mais c'est à ça que ça sert aussi. Là. T'as jamais fait de GN de ta vie, t'as pas le goût de lire un livre de 500 pages là, qui avec... T'en lis 20, tu choisis dans les classes qui te tentent le plus.
tu commences avec une certaine classe parce que dans nos règles, le multiclassage est possible. Tu peux changer d'archétype. T'as pas le choix. Ouais, ben, t'as une limite de... Ok, attends. Mettons que je l'explique d'une façon un petit peu plus concrète. On a 16 archétypes, donc 16 classes différentes, si tu veux. Il y en a 12 d'entre elles, 14 d'entre elles qui ont 4 paliers. Ouais. Donc, 4 paliers de compétences qui ont chacune différentes habiletés. Puis tu peux acheter une même habileté plus qu'une fois. Fait que, souvent, là, la plupart. Donc, quand tu construis ton personnage, tu vas avoir un maximum de 10 paliers. Non, 7. 10 niveaux, 7 paliers. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait que 10 niveaux, 7 paliers quand tu es à ton niveau maximum. Ça veut dire que tu vas avoir un 4 paliers plein dans une des classes si tu choisis de la mettre au max. Mais après ça, il faut que tu trouves autre chose. Fait qu'on crée de la versatilité de cette façon-là. Rendu high level, t'as pas le choix d'être capable de faire plusieurs choses. Essentiellement. Ben, ça fait des fiches tellement plus diversifiées, j'imagine. Là. Ça fait que les personnages, il y en a pas... Ben, il y en a pas deux pareils. J'imagine que ça se fait, là, mais c'est... Le méta existe, là, ce qui fait qu'effectivement, il y a des personnages qui sont presque pareils, mais dans les faits, si je voulais, je pourrais faire un personnage avec un palier dans chaque type de magie, puis lancer des spells niveau 1 tout le temps, puis être niveau 10 quand même. Ça serait peut-être pas la meilleure affaire à faire. J'aurais beaucoup de versatilité, mais pas grande puissance, on s'entend. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça se ferait techniquement avec le nombre de je sais même pas comment est-ce que je commencerai à calculer ça, là, mais le nombre de possibilités, en fait, à cause du nombre de paliers, etc., est pas infini, mais presque. Là, on n'aurait pas assez de joueurs sur le terrain pour toutes les avoir. Toutes les avoir, c'est ça. Je vois genre, là, c'est... Parce qu'on n'est pas obligé de tout décortiquer, là, c'est... Non, mais attends, t'as-tu un papier et crayon? Ouais, c'est ça, là, mais non, bah, tu sais, anyway, je vais laisser le lien de vos groupes Facebook. Avez-vous un site web, d'ailleurs? Facebook, site web, les deux, là, oui. Hein. Cool. Site web sorti officiellement l'année cette dernière, année. ouais. Super! Ouais, fait que non, c'est récent, c'est accessible, tout est là. Ben parfait, vous allez voir le lien dans la description, puis tout ça, vous pourrez aller cliquer, là, puis les visiter, s'ajouter à leur groupe, liker leur page, tout ça. Là. Ah, c'est vraiment fun. Si je reviens encore sur les règles, t'as encore parlé d'intégration, introduction. Pour les enfants, mettons, est-ce qu'un enfant a accès à toutes les règles ou il y a des règles en particulier, il y a certaines affaires donc vous dissuadez pour les enfants ou... Fait que ça dépend, en fait, de l'enfant. Okay. Si son parent a fait du GN toute sa vie, puis il l'a comme un peu, genre, coaché là-dedans, on va dire, puis que l'enfant est vraiment réveillé, puis tout, puis qu'il a, genre, 8 ans, par exemple, ben, il peut avoir une fiche de personnage comme les adultes, puis jouer comme les adultes. S'il comprend sa fiche, il peut avoir une fiche, essentiellement. Il y en a qui ont 11 ans, 12 ans, puis ils en ont pas. Parce que, ben, eux autres, c'est pas ça qu'ils sont là pour faire. T'sais, eux autres, ils préfèrent faire de la cueillette dans le bois, puis des affaires qu'on a un système de cueillette et tout dans les règles, mais ils préfèrent faire certaines choses, par exemple, mais ils ont pas nécessairement le goût de comprendre la fiche. Jusqu'à 13 ans, on donne le choix. Là, à 13 ans, si tu viens, il faut que tu aies une fiche là, à un moment donné. Tu es capable de comprendre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les enfants qui n'ont pas de fiche ne payent pas. Essentiellement. Parce qu'ils ne jouent pas directement, mais ils jouent quand même. Ils sont capables de se promener dans la forêt avec leurs parents. Ils sont capables de faire de la cueillette. Quand on a un combat, on fait le front du mini-bataillon qu'on appelle. Il y a quelques parents qui sont non-combattants souvent qui s'en vont là. Puis on a des animateurs qui sont dédiés à ça. Là, comme tu as le gros combat sur un côté, puis tu as le plus petit combat sur l'autre côté. Puis souvent, il y a un objectif secondaire ou un objectif qui est important. Il faut que les enfants gagnent eux autres aussi pour apporter quelque chose aux adultes, au combat des adultes ou quoi que ce soit. Ah, c'est cool. Donc, ils sont pas ignorés, mais ils sont mis un peu à l'écart pour la sécurité. Ouais. Ben, on s'entend qu'on veut que ce soit des core memory puis pas des core... des core shield bash d'en face. L'adulte qui a pas regardé, là, c'est ça. Ouais, c'est ça, là. Mais cool. Puis vous avez-vous une idée un peu de la proportion, combien il y a d'enfants, combien il y a de familles Les enfants qui accompagnent leurs parents, on doit en avoir une trentaine sur le terrain. Une vingtaine, trentaine. Dépendant, là. Dépendant des jeux. Il existe une trentaine qui viennent pas tous comme en même temps sur le jeu. On doit en avoir une bonne vingtaine. Puis ça fait quelque chose de relativement intéressant quand même, parce que ça gonfle artificiellement la population aussi, parce qu'ils n'ont pas toutes des fiches, ces joueurs-là, mais on acceptait ou on accepte 150 joueurs. Ouais. Mais là, c'est plus les enfants. Fait que les animateurs. Fait que c'est 150 personnes avec une fiche. Exactement. Mais il peut y avoir des gens pas de fiche. C'est ça. Est-ce que d'ailleurs un adulte pourrait être là sans fiche? Ça serait dur à justifier. Ça dépend. S'il y a un de nos joueurs qui nous dit « Hey,
mes parents veulent venir faire un repas pour tout le monde, là, tu vois, on dit ben oui, viens-t'en, comme pas besoin de fiche, là, ouais. Fais juste t'habiller médiéval quand tu rentres sur le terrain, puis tu vas être correct. Promène-toi en jeu, puis c'est correct. Puis si on t'attaque ou si autre, fais juste te retirer, puis c'est correct. Ouais, c'est ça. Mais t'es pas dans le jeu à ce moment-là. Si tu veux jouer avec une fiche, là, oui, là, il faut payer. Oui, ben, c'est normal. Il faut participer à l'ensemble de l'expérience. C'est ça. Ouais, ben mine de rien, c'est pas gratuit quand même, organiser des choses dans ce genre-là, là. C'est, je veux dire, vous le savez, après 20 ans, là, c'est... D'ailleurs, je sais pas si on l'avait dit que, tu sais, dans le fond, vous célébrez votre 20e année, là. Fait que, bonne fête. Ça merci. GN est comme le 2/3 de mon âge, j'ai quand même pas... Mais non, ça oui, on célèbre. On va célébrer ça cette année. On a commencé à planifier une couple de petites affaires. Là. On va pas faire... Pas de spoiler aujourd'hui là, par rapport à ça, là, mais on sait où est-ce qu'on s'enligne, on sait... qu'est-ce qu'on va intégrer à la trame narrative, on sait comment ça va finir un petit peu et tout, là. Fait qu'on on a des bonnes idées, là, pour fêter ça en grand, on va dire ça comme ça. Dans le fond, vous faites genre un gâteau de fête qui va être un mimique, genre... Écoute, prends des notes. Ça, je peux le couper, vous pouvez le garder. Ouais, je sais pas trop, là. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ben, ça va peut-être impliquer un peu de bouffe, quand même. Oui, cool. Définitivement. Cool. Ouais, ben, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont s'objecter à ça. Non, d'habitude, ça fait quand même le travail. Mais ouais, tu parlais que, tu sais, organiser, c'est quand même complexe en soi. Ouais. Puis ce qu'on a réalisé, c'est que plus l'équipe d'animation est grande et importante, puis qu'il y a des gens qui veulent s'impliquer, plus on a besoin d'avoir des traces pour que ça reste cohérent. Ouais. Parce que quand on part une trame narrative, que ça fait 7-8 ans qu'elle existe, puis qu'on l'achève, puis qu'il y a des gens qui se greffent à l'équipe d'animation, on est plus qu'intéressés à avoir des idées nouvelles puis à vouloir bonifier les choses. Puis tout dépend par la suite de l'équilibre qu'on est capable de garder pour continuer d'être cohérent avec notre propre histoire puis avec notre propre univers. Fait qu'on s'est doté de pas mal de systèmes cette année pour essayer d'organiser tout ça, là. Avant, on roulait avec un univers, un règle puis un scénario pour avoir quelque chose qui fonctionne. Okay. Puis on a 12 comités maintenant. Fait qu'on on s'en va traiter autant de la sécurité sur le terrain, de situations d'urgence, des coups de chaleur, parce que c'est des choses qui arrivent. Fait qu'on a des gens formés à RCR qui vérifient les trousses de premiers soins, qui s'assurent que les chemins sont sécuritaires au début du jeu. Fait qu'on a mis une équipe qui a envie de travailler là-dessus, sur ce dossier-là. Fait que comme ça, on s'assure d'avoir encore plus de, j'ai envie de dire crédibilité, mais de s'assurer que notre loisir, ben, il est là, il est cohérent, mais il est important dans sa sécurité aussi. Ouais. Puis sécurité autant physique qu'émotionnelle. On a un comité d'intervention qui est là pour intervenir auprès des gens qui auraient vécu une expérience, qu'ils sont comme pas trop sûrs s'ils ont apprécié ça ou pas sur le terrain, qu'ils aient panique, etc. Là. On s'est même backé nous-mêmes. On a des vraies ressources humaines maintenant. Wow. Des vraies. On a des ressources humaines. Non, mais... genre, c'est rare que t'entends ça dans une compagnie de GN, mais on le traite comme une entreprise, essentiellement. Une entreprise à but non lucratif, mais une entreprise quand même. Puis pour nous, c'est important. Ça a toujours été important depuis qu'on est enregistré de le faire comme ça. D'où les 12 comités. On a une équipe de communication, une équipe de ressources matérielles, informatiques, un paquet d'affaires comme ça qui permettent aux gens de l'équipe de s'investir. Puis, est-ce que ça veut dire qu'on est plate puis full sérieux pour autant? Ben non, on a du fun à travers tout ça, là. C'est pas parce qu'on y ajoute une structure d'entreprise qu'on veut baliser tout ce qui se passe non plus. Au contraire, on veut que les gens puissent apporter des idées dans des dossiers qui les intéressent. Fait qu'on a une description de poste maintenant pour un animateur, un bénévole, quelqu'un qui veut venir s'impliquer juste une fin de semaine. Ben, il lit une feuille avec qu'est-ce qu'on s'attend. Tu vas avoir le droit de manger. Hey, c'est cool, on te fournit à la bouffe. Malade! Oh yeah. Mais ça implique par la suite que tu divulgues pas n'importe quoi en termes d'informations en jeu. Puis que, fait qu'on veut juste être sûr d'avoir une certaine structure qui peut assurer une pérennité. Parce que comme on t'a dit au début, il y a une équipe de cours d'eau qui a parti ça. Il y a une personne qui l'avait au départ, puis les cours d'eau se sont enchaînés. On a choisi d'enlever la notion de cours d'eau, puis on est plus structuré au niveau du conseil d'administration maintenant, où il y a plus de personnes. Mais si du jour au lendemain, on commence à changer de vie, déménager ou je sais pas quoi, on veut qu'il reste une trace puis que Terra Magica puisse vivre 20 autres années. C'est ça. Vous êtes pas arrangé pour que c'est comme si moi je pars, je pète le show avec. C'est pas notre projet, c'est le projet. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de GN qui vont dans cette direction-là. Puis je trouve que c'est un bon cap vers lequel aller. Tu sais, faut dire, il y a beaucoup de GN que ça a commencé, mettons. Que c'était des games de dungeon qui se ramassaient dans le bois, tu sais. C'est correct, c'est super cool, écoute. Puis
il y en a beaucoup que c'est encore ça, puis c'est cool, tu sais. Puis je pense qu'il y en a beaucoup, même qui ont pris de l'ampleur, que par un peu la force des choses, c'est comment, ben j'invite tel ami invite tel groupe d'amis, puis là, ça grossit, puis des fois, c'est comme, ouais, mais on n'était pas forcément prêts à ça, tu sais. Puis je sais qu'il y en a, tu sais, qui voient ça en un sens, si on veut, l'incorporation, genre, du monde du GN, puis je sais qu'il y en a, tu sais, c'est que, on s'entend, les changements, le mouvement, ça fait toujours peur, tu sais. Oui. Fait que, il y en a, tu sais, qui sont plus réticents, puis je comprends ça. Puis il y en a d'autres que, justement, veulent une structure, veulent le gérer justement comme une business. Je veux dire, tu sais, moi, je trouve que c'est cool parce que ça amène une démocratisation, ça amène des opportunités. Tu sais, on se ramasse avec des institutions. Tu sais, il y a la Fédé, il y a le salon, ce genre de choses-là que... la communauté se tient, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, on est des artisans. Tu sais, le Québec est une pierre tournante de tout ce qui est... industrie de jeux immersifs comme le GN, on a les Médis, Calimacil, Artisan d'Azur, ce genre de choses-là. Là, je pourrais toutes les nommer, là, mais c'est d'avoir ça, ben ça nous fait grossir notre monde, puis en même temps, c'est sûr que, justement, quand vous parliez tantôt de on veut garder les coups bas, c'est jamais évident aussi, admettons, juste je veux dire un mot qui fait chier, mais l'inflation. Ben oui. C'est plate, mais tu sais, puis l'affaire, c'est aussi, avec le temps, des fois, les joueurs se mettent à s'attendre à un certain standard de qualité, tu sais. Il y a certains GN, admettons, qui n'acceptent plus les épées en buffer. Puis, je sais pas si c'est votre cas, si vous... Non, vous... On les accepte encore. Parfait, c'est ça, ok. Nous, intégration, c'est le mot qu'on va ramener encore. Moi, t'arrives avec un chandail que t'as pris au Village des Valeurs qui est un peu scrap, que tu vires à l'envers, puis tu te mets un par-dessus, puis une ceinture, ça passe, là. Et voilà. Puis ça veut pas dire pour autant qu'on n'a pas des beaux costumes sur le terrain. L'animation, on a nos propres affaires, c'est sûr. Là, je veux dire... mais même les joueurs... Ça évolue rapidement parce qu'on leur donne les moyens de le faire, on leur donne des astuces, on leur envoie des liens sur comment tu veux-tu faire ta première épée, voilà comment tu pourrais la faire de manière sécuritaire, ça va te coûter 10$ à la place de 200. Puis après ça, ben t'as aimé ça, ben utilise notre petit code promotionnel des Artisans d'Azur qui va te donner un rabais sur ton épée de 200$ pour qu'elle coûte juste 170$. Ça va être drôlement plus abordable quand même. Donc on leur donne ça, nos commanditaires sont super gentils avec nous, ils nous donnent un paquet de cadeaux et autres, là, vous pourrez les voir sur notre bannière Facebook, là, si vous voulez, ils sont tous là. Mais à cause de ces cadeaux-là, ben, tous ces cadeaux-là, on les redonne aux joueurs. Même, admettons, du côté du retour d'argent qu'on reçoit des Artisans d'Azur, par exemple, on prend cet argent-là, on s'en va acheter des trucs en boutique, puis on les fait tirer. Donc, nos joueurs, invariablement, se retrouvent à être de mieux en mieux équipés, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent à mettre là-dessus. Donc, ça fait encore partie de notre mission, là, si on veut. Ben, c'est super honorable, là. Puis justement, comme on disait tantôt, admettons, c'est un GN où est-ce qu'il y a quand même une grosse portion que c'est des enfants, des enfants que tu leur donnes une épée en duct tape, mais le duct tape il est rouge. Ils ont une épée de feu, là. C'est une épée de feu, là. C'est pas une épée en duct tape, là. Non, c'est ça. Fait que, je trouve que c'est parfait, puis en même temps, quand tu le sais pas forcément, mettons, je vais-tu aimer ça, le GN, t'as pas envie de clencher 100, 200, 500$ sur du gear. Il y a beaucoup trop de gens qui font ça. Là. Oui, écoute. Mais c'est correct, regarde, il y en a qui sont comme, non, je sais que je vais aimer ça, regarde, c'est parfait. Mais il y en a, tu sais, que je sais qu'ils ont des déceptions, puis ils sont équipés, puis... Ben, je dis, il y a beaucoup de gens qui font ça, puis moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune, là. Mon cadeau de 16 ans, j'avais ramassé de l'argent pour acheter une armure fil de cuir dans le temps que j'ai encore aujourd'hui. L'armure a vu plus de GN que moi, parce que je l'ai passé plus de fois que moi, je l'ai porté tout seul. mais tout ça pour dire, moi, je faisais partie de cette population-là, je savais que j'allais aimer ça, j'avais des demi-frères qui m'en avaient parlé et tout. J'étais comme, ça a l'air trop cool cette affaire-là. Fait ok, ça visait juste finalement, mais juste au cas où. Ouais, c'est vrai de ça, non? Mais surtout pour les armes, là. Mon premier salon de la passion, j'avais pas mis les pieds sur un terrain de GN encore. Oh wow. Puis là, je me promène dans les boutiques. C'est dur de pas se laisser tenter. Tellement beau. Mais Naginata, là, tu sais, une arme plus grande que moi, là. Tu sais, faire une épée en duct tape, oui, ça fonctionne. Faire une Nagi en duct tape, c'est un petit peu plus complexe au niveau de la sécurité. Tu veux pas Kawable. Faut faire attention.
Mais je l'ai investi, ma Naginata, puis elle est vraiment morte maintenant. Quelque part dans le cabanon de Terra. Elle est quelque part dans le cabanon de Terra, parce que Ouais. quand moi, je n'étais plus assez belle pour que je l'utilise, j'ai fait... Je vais la laisser à Terra. Elle a fait 2 ans de plus à Terra. Ça a resté une arme de prédilection. Elle est restée dans la famille de Terra Magica toute sa carrière. Mais là, elle est vraiment due pour que j'en remplace. Ça pour dire que c'est facile de justifier les achats. Surtout les armes, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de vraiment comme attrayant pour ça. C'est vrai. Genre, les gens vont tendance à s'acheter une épée avant de s'acheter une chemise, genre, mettons. Genre. C'est vrai. Honnêtement, genre, je suis 100% coupable de ça. Ouais. En même temps, je dis ça, mais genre, je pense que comme la plupart du gear que j'ai encore, c'est... Genre, en fait, là je commence à... J'ai une vraie job, tu sais, là, je suis comme, mais c'est ça aussi. Je pourrais commencer à m'acheter des affaires. Hein. J'ai acheté ça chez Winners, tu sais. Mais oui! Là, c'est à partir de ce moment où est-ce que t'as de l'argent que t'arrêtes d'acheter du stock de GN, je sais pas pourquoi. Écoute, c'est... mais ça, je pourrais l'essayer, je vais me le faire. Ah, ça, je vais le patenter avec quelque quand chose. Tu craftes, là. Et c'est le look aussi, là. Oui, ça? C'est vrai de ça. Mais tous les looks sont bons en GN, c'est ça qui est le fun. Ouais. Nous, on accepte vraiment comme des looks. Arrive pas avec un chandail avec un logo dessus, là, c'est pas ça Non, l'idée. non. Mais notre décorum, on le trouve important dans ce que nous, on va véhiculer aux joueurs, dans comment est-ce qu'on va organiser nos donjons, dans comment est-ce qu'on va camoufler des choses. Mais comment le joueur se présente à nous, ce qu'on veut, c'est qu'il vive une expérience. Fait que fais un effort pour arriver pas habillé en 21e siècle. Puis au pire, on va te passer un tabar. Ouais, on a un cabanon. Là, ok, j'en ai pas 150. Non, mais au pire, on va te passer un tabac. On devrait en avoir 49 pour être fair. Aïe, aïe. Mais, I mean, tabac, en plus, c'est rendu pas cher. Il y a des artisans qui font des super jobs pour vraiment pas grand-chose. Puis au pire, t'achètes un rideau. Là. Honnêtement, oui. C'est ça. Tu sais, pour ton premier GN, là, let's go. Faut pas que la débrouillardise se perde un peu là-dedans aussi. Ouais. Pour nous autres, ça fait partie. Mais on aime bricoler, nous autres, dans notre cas. Là. Fait que, c'est sûr. Mais d'ailleurs, ceux qui se posent la question à savoir c'est quoi le secret pour les bons costumes de GN, le layering. Vous mettez plein de petits accessoires random. Tu fais comment? Ben j'ai un tabac, cool, je vais ajouter un foulard, c'est bon. Un petit Dreamcatcher, une bourse, un ci, un ça. C'est les petits accessoires qui font que éventuellement ça ressemble à quelque chose. Puis ça paraît même pas que c'est des petites affaires une par-dessus l'autre. C'est comme le costume. Puis c'est c'est comme comment avoir la cool à faible prix. Là. C'est ça. C'est ça. On peut passer des choses à des gens et tout, mais aussi, mais notre standard est quand même assez bas, mais bas du genre faut que ça ressemble à n'importe quoi. Là. Non, c'est ça, il faut quand même que tu puisses le reconnaître. Puis c'est pour ça que notre univers donne des guides aussi. Donc les joueurs peuvent choisir de venir d'une des 7 nations. Ah, super. Puis, ou République directement, qui est une des 7, mais qui est plus un mélange de tout. Fait que là, ils peuvent mélanger les esthétiques. Ouais. C'est là qu'on joue en République, là. Donc un village en République, donc ça explique qu'il y a de tout, là, un peu. Il y a un peu de tout, puis c'est ce qui permet d'avoir un style casal un petit peu plus moyen-oriental, ou d'avoir un style de la sylph qui est un peu plus nature-orienté. Fait que ça donne de la versatilité aux joueurs qui veulent prendre des feuilles en plastique du Dollarama, ils peuvent faire quelque chose de quand même vraiment pas si compliqué que ça, là. Fait que ça peut faciliter l'inspiration puis la création de costumes sans dépenser une fortune. T'as déjà fait des arts martiaux, ben viens du Serioku puis mets ton kimono. Là. Ouais. Ben quand je vous ai rencontré, justement, vous étiez des personnages de Terra sur un autre GN, mais vous étiez en viking. Ouais. Fait que c'était justement vers ça que je m'en allais. Fait que là, vous venez de me dire 7 nations avec... fait qu'il y a vraiment une bonne variété. Les gens peuvent arriver pratiquement avec n'importe quel style. Oui, ben c'est fait justement pour que toutes les esthétiques soient supportées un peu, là, dans le sens où République, c'est du classique, là, on va dire. Là. C'est un mélange de tout. Là. On a le Serioku qui est un ramassis de toutes les inspirations asiatiques, on va dire ça comme ça. Okay. On a Hiem qui veut littéralement dire maison, là, pour les gens qui savent pas de nos joueurs qui vont écouter ça. Ben, Hiem qui est la nation nordique, les Vikings, là, ceux que tu as rencontrés là, à cette autre GN là justement. Qui étaient vraiment nos personnages d'animation du moment. Là, d'ailleurs, là, toute la gang, on s'est présenté avec nos personnages d'animation. Ensuite, bon, on a le Khazal qui est plus désertique, moyen-oriental, mais byzantique aussi. Là. Bref, je ne sais plus c'est quoi l'adjectif pour ça. Puis, on a le Nashar qui est à l'inspiration vraiment plus martiale, fait que plus guerrier romain dans l'optique très militaire. On a Varafel qui est l'inspiration réellement médiévale européenne des années précédentes. Fait qu'autant les habits, les habits autant paysans que reine, roi, corset, une belle grosse chemise et fait qu'on va plus dans cette Europe-là. Puis la sylph.
Donc, la nation, comme on en parlait un petit peu tantôt, donc plus nature. Fait que on va avoir autant des gens de Yiem qui vont porter de la fourrure que des gens de la Sylph, mais pour des raisons différentes. Fait que toutes les esthétiques, on a vraiment essayé de les avoir un peu toutes. Fait que comme ça, les gens peuvent jouer, pas juste des humains d'ailleurs, là, ils peuvent jouer plusieurs races. Puis, je m'en allais. Puis chaque race peut être vue dans toutes les nations. T'sais, c'est pas parce que tu viens de la Sylph que tous les orques viennent de la Sylph. Là. Non, moi j'étais un orque martial au Nasharg, puis je remportais des guerres, puis j'étais général de guerre. Tu vas me jouer un orque intelligent et intelligible, et je vais être la personne la plus heureuse de t'avoir avec nous sur le terrain. Ouais, c'est ça. Oui, il y a plus de nains à Yem, mais ça veut pas dire que tous les nains viennent de là-bas non plus. Là. Ouais. Donc, et fun fact, nos nains ne sont pas des petites personnes. Les nains sont comme ça parce que les géants dans l'histoire les côtoyaient. Et pour eux, ils étaient petits, donc c'était des nains. C'est ça, mais les nains sont de taille normale dans notre GN. Ça adresse le problème de manière élégante. Oui, c'est un beau workaround, j'aime ça. Ça prend une barbe. Ok. C'est tout. Ça prend la barbe, t'es correct. Ouais, voilà. Je pense que j'ai jamais joué de nain en plus. Ben, t'as pas souvent la chance. Hein? Non, c'est vrai que... T'es un peu grand quand même. Ouais. Dans la majorité des GN. Mais ça va plus loin que le costume puis l'apparence. Nos nations sont vraiment très distinctes en termes culturels, des croyances aussi. C'est comme différentes nations pris les mêmes dieux pour des raisons différentes. Okay. Par exemple, on a un dieu de la mort qui est Nyx, qui est le dieu de la mort dans presque toutes les nations. Sauf qu'au Nasharg, dans la nation militaire, dans la nation martiale, ben, le dieu de la mort, c'est Stégal, qui est le dieu des archers, parce qu'une flèche perdue en combat, c'est comme le truc le plus imprévisible que tu peux pas, mais comme ça va t'arriver un moment donné, t'es tout le temps à la guerre. Ouais. C'est comme leur vision de la mort, ben c'est ça. C'est égal le dieu de la mort. Nyx n'est pas dieu de la mort au Nasharg, par exemple. Puis ils ont toutes des croyances comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est rendu hyper développé. On a fait beaucoup de travail sur l'univers en tant que tel, le contenu de l'univers. On a même une bibliothèque en jeu. Nice. Avec du stock écrit que les gens peuvent aller lire. Puis souvent, il y a des indices de quêtes, il y a des trucs qui lancent des quêtes, il y a des informations auxquelles il faut se référer pour résoudre une quête dans cette bibliothèque-là. Ouais, t'es comment? On a besoin de faire un rituel, puis on a besoin de savoir c'est quoi les constellations. Ben, il y a un recueil à la bibliothèque pour ça. Là, ça, c'est cool. C'est très vaste. Qu'on a des gens qui vont passer leur vendredi soir à la bibliothèque pour aller voir c'est quoi les documents qui ont été ajoutés pendant la saison, parce que comme ça, ben, ils peuvent avoir une petite idée de qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin d'utiliser cette saison aussi. Ouais. Puis on en produit constamment aussi, justement, dans notre comité univers. Je pense qu'on est rendu au point où est-ce que quelqu'un pourrait probablement s'installer le vendredi soir, dormir, manger à des heures régulières, mais sortir du GN en ayant lu à la bibliothèque. Tout son temps de GN. Wow! C'est à peu près ça. OK. On a 7-8 cartables, je pense, qui ont des feuilles dans des protecteurs aussi, pour être le plus à l'abri de la météo possible. Ouais. Puis des textes, des traités d'archerie de 26 pages. Oh. Ouais, désolé. Ouais, c'est ça. Je pense que je risque de laisser cette portion-là à quelqu'un d'autre. Mais c'est merveilleux, on a un archétype d'érudit. Ces gens-là sont très contents d'aller lire à la bibliothèque d'habitude. On a des langues mortes aussi, des trucs à traduire souvent qu'on utilise. L'univers est comme très vieux, donc les langues mortes existent, puis tu peux traduire des affaires pendant un bout si c'est ça qui t'intéresse, etc. Donc le style de jeu érudit est quand même pas mis de l'avant, on va dire, mais quand même pris en considération. Là, c'est-à-dire c'est pas juste du combat. Ouais. Comparé à ce qu'on aurait fait dans le temps, mettons, les genre 7-8 ans... C'était du porte-monstre trésor. Ouais. Mais d'ailleurs, ce serait quoi, mettons, genre votre proportion? Là, je vous demande encore des chiffres ou des scales. Non, mais vas-y, let's go. Mais tu sais, votre proportion, mettons, justement, que les gens se battent, puis les gens, tu sais, là, on a parlé, vous, spécifiquement, genre RP versus combat, mais le GN en soi. Qu'est-ce qu'on offre, genre? Ouais, c'est ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on écrit nos scénarios, on fait des tableaux de quêtes. Okay. Et ces tableaux de quêtes-là visent des populations spécifiques. Okay. Ou l'ensemble du terrain s'il y a lieu. Tu sais, on dit intégration encore, c'est un mot qu'on va rappeler, fait qu'on a des plages horaires puis des quêtes qui reviennent à chaque événement. Okay. On sait que quelque part dans la fin de semaine, il va y avoir une caravane à aller chercher. Dans le contexte du matériel, parfois qui sert au scénario, parfois qui sert uniquement aux artisans, mais dans tous les cas, on a besoin de protection pour la caravane. Donc, souvent plus combat. OK. Des fois, on se permet des petites taquineries où est-ce que les gens attendent le combat et paniquent tout le long. Ouais. Puis que le combat finit à la fin quand la caravane arrive, mais bon.
Fait qu'elle est plus orientée combat. Puis on a une quête qui est plus d'expédition, où est-ce que les joueurs, en amont du play, nous disent sur quoi est-ce qu'ils aimeraient apprendre quelque chose. Et l'expédition vise à aller chercher de l'information. Fait qu'auquel cas, c'est plus une quête cérébrale. Puis tous nos autres tableaux de quête, on a une chasse aux monstres aussi, là, qui est beaucoup plus du combat dans le contexte. Je m'en vais chasser un monstre. Combat. Souvent de nuit. Avec des glow sticks. Fait on essaye de se renouveler aussi dans le matériel qu'on va utiliser pour rendre l'expérience plus riche, même si c'est des quêtes récurrentes. Puis, dans nos tableaux de quêtes, à ce moment-là, ben, on cible des populations. Fait quand tu me demandes une proportion, ben, c'est comme dur de te donner parce que je pense qu'on essaye de donner la même expérience à tous nos groupes de joueurs. Ouais, ok. Puis le système de règles fait qu'on parlait des archétypes tantôt, comme quoi, à un moment donné, t'es obligé de te diversifier un peu. Tu peux pas comme être genre 7 paliers de protecteurs, admettons. Faut que t'en aies 4 maximum, puis les 3 autres sont quelque part d'autre. En termes de proportion, ce qu'on sait et ce qui est étonnant pour un GN, souvent les systèmes économiques sont difficiles à faire rouler. On a 40% des gens qui, dans leur fiche, ont un métier d'artisan. Ah ouais? Ouais. Fait qu'on doit les considérer quand on produit nos quêtes à ce moment-là. Il y a quand même pas mal de monde qui sont intéressés. Le système économique roule pas parfaitement, parce que c'est un système économique de GN pareil, mais il roule mieux que pas mal de choses que j'ai vues, admettons. Il n'y a pas d'inflation, fait que ça roule mieux que le nôtre déjà. Ouais, ça c'est sûr, là. Mais si c'est trop politique, tu couperas ça, c'est correct. Mais fait que ça, oui, là, on a ce chiffre-là, on a le 40% duquel on est très fiers, parce que ça a pris beaucoup de temps, là, surtout à Thierry, encore une fois, là, à construire ce modèle-là, là, si on veut. Sinon, ben, à cause que justement, les gens sont diversifiés de par le système de règles, ben, des fois, ils vont être combattants, magicien, prêtre, peu importe. Là, donc, des fois, il y a des gens qui se battent plus, des gens qui se battent moins. Je me souviens avoir vu une vidéo d'un combat final au début justement de l'arc narratif là, plus viking, là, on va appeler ça comme ça, où est-ce qu'on avait nos murs de boucliers puis tout, puis il y avait peut-être la moitié du monde qui se battait pour vrai. Là. Wow. Dans le sens qu'il y a du monde qui était assis sur les côtés, qui était dans le fond du pub, etc. Parce que c'est familial aussi. Fait que il y a les mamans de famille des fois qui sont comme ok, moi je vais pas aller lui taper sa gueule du monstre, là. Je vais rester assis en arrière ou quoi que ce soit. Fait que non, il y a beaucoup de gens, ça s'est beaucoup diversifié. Dans le temps à Terra, tout le monde se battait. Fait que 120 joueurs à Terra, c'était extrêmement difficile parce qu'on était moins nombreux aussi. Fait qu'on était 8 contre 120. Là maintenant on est 150, mais on est rendu 20-25 avec nos bénévoles contre 75. Fait que notre ratio s'est beaucoup amélioré. Ouais. Tu reçois moins coups d'épée, là. Ouais, c'est ça. Ben, aussi, dans le fond, de ce que je comprends, ça vient rajouter une part, peut-être un peu plus dans le roleplay, dans les interactions par rapport au monde, qui est moins juste du combat. Là. Exact. C'est ça. J'ai l'impression que, at large, il y a beaucoup de GN que c'est devenu ça, là, que c'est moins juste axé combat. Il y en a encore, là, absolument, là, puis c'est vraiment cool, mais que, justement, l'équilibre est plus là at large. Nous, on veut quand même s'assurer que dans les quêtes qu'on va offrir au cours de la fin de semaine, par plage de jeu, comment est-ce qu'on monte le scénario, on va quand même s'assurer pour que j'ai une quête qui va plaire à mes combattants le matin, le midi, l'après-midi, le soir. On est vraiment dans une esthétique où est-ce qu'on peut se faire attaquer à tout moment par les monstres à Terra. Donc, si t'es un guerrier puis tu peux te battre matin, midi, soir, tu peux le faire pareil. Tu peux le faire. Faut juste que tu trouves les quêtes qui fonctionnent. Fait comment est-ce qu'on trouve des quêtes à Terra? Ben, on se promène dans les points névralgiques, on les part dans les endroits où les joueurs sont rassemblés. Fait il y a manière de pas trop manquer d'animation si tu sais où te tenir. Puis, quand je disais un peu plus tôt dans l'échange qu'on a eu, c'est on méta, mais méta pas. Si le joueur il prend la peine de me demander est-ce que je vais être utile dans cette quête-là, puis que je sais que c'est un combattant, puis que c'est une quête où est-ce qu'ils s'en vont se casser la tête, je vais lui dire non. Je vais pas aller l'amener à faire perdre son temps. Je vais lui donner des indications sur ça va ressembler un peu plus à quoi. Puis il va pouvoir choisir s'il veut faire partie de l'histoire ou s'il va aller prendre son temps ailleurs dans une quête qui va plus le concerner. C'est ça, l'importance, encore une fois, du fun versus la pertinence en jeu, puis ben je salue ça, là, parce que c'est certaines fois, mettons, c'est comme genre mais tu sais, c'est pas logique. Oui, mais ça reste un GN. C'est pas logique que j'ai des oreilles pointues, puis non, c'est ça. Puis c'est pas un bris d'immersion pour la plupart des gens. Les gens sont très facilement capables de revenir en jeu là, juste après et faire ok, c'est comme merci. Puis
on repart, là. Puis ça m'empêche pas de le dire d'une façon où est-ce que je suis comme vos bras particulièrement impressionnants vont trouver une grande utilité à passer le balai dans la bibliothèque, où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Fait que là il est comme ok, c'est bon, je serai pas utile. Est-ce que je pense que je vais être utile là-bas? Est-ce que vous avez une arme élémentaire? Non, mais malheureusement, je suis pas sûr que vous pouvez faire grand chose dans le plan de où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Fait on essaie de donner les indices en restant le plus possible en jeu. Mais je vais pas cacher ce genre d'informations-là parce que ce que je veux, c'est que les joueurs aient une belle expérience. Ça crée de la frustration, sinon. Ben, c'est ça, du ressentiment. Puis là, c'est comme genre, bon, mais là, j'ai fait des quêtes que ça me tentait pas. Puis, j'ai attendu 3 heures pour cette quête-là, puis finalement, j'étais même pas utile dedans. Notre scénario, en tant que tel, notre horaire, si on peut dire, notre grille horaire, elle est quand même prévisible. Justement, encore une fois, perspective d'intégration, de dire, ben, tu vas pas chercher les quêtes vont venir à toi, mais les gens savent, généralement, s'ils sont là depuis un assez moment, puis on est explicite par rapport à ça aussi. Là. Du moins, moi, je l'ai toujours été, c'est à chaque période de 2 heures, il y a 3 quests différentes qui sont lancées. À midi, on dîne. On commence vers 10h ou un peu avant s'il y a des quêtes personnelles. À midi, on dîne. Quelque part en après-midi, il y a une caravane. C'est pas mal tout le temps la même plage horaire. Des fois, ça change, mais il me semble que ça a pas mal tout le temps été la même. Entre une ou trois. Là. Entre une ou trois, c'est ça. Il y a quelque chose, il y a une caravane. Puis après ça, ben, le combat final, il est pas mal. Le combat final, j'appelle encore ça le combat final, mais ça fait des années que le combat final c'est le dimanche. Mais le combat du samedi soir, bref, ben, il est comme vers 17h, 18h. Puis après ça, ben, on a le souper, puis tout le monde a le souper. Puis après ça, ben, ils savent qu'il y a comme quelques petites quests qui s'en vont. Fait que c'est comme une formule qui est répétable, si on veut. Le contenu est pas pour autant prévisible. Parce que on change tout le temps de contenu en tant que tel, mais les gens savent quand est-ce qu'ils sont supposés être là. Il y a souvent, des fois, il y a des nouveaux qui ont ben souvent, des fois, il y a des nouveaux qui ont manqué comme le mémo, justement, ils sont comme, mais on a manqué des quêtes. J'étais comme, t'étais où? J'étais à ma tante. J'ai dit, ok, ben, à telle heure, soit à l'entrée du terrain, puis c'est sûr, tu vas nous voir sortir de la cabane déguisé un peu bizarre. Suis-nous. Suis-nous ou... fuis de nous, là, si tu veux aussi, va prévenir les autres. Là, mais genre, c'est sûr que tu peux pas la manquer là, si t'es là. on essaye des choses, hein? On se renouvelle, c'est un petit peu ça. On veut se renouveler, mais toujours dans le but d'offrir la meilleure expérience possible pour les joueurs. Ben, c'est cool, là. Puis je suis curieux parce que on parle de renouvellement, ça me fait penser au fait que vous avez déménagé de terrain. Oui. Depuis une couple d'années. Vous êtes au portail de Nyria Bécancourt. Exact. Je sais que c'est quand même un terrain qui est prisé par certaines personnes pour certains aspects. Je vous laisse en parler un petit peu. Ben, c'est vraiment un beau terrain, honnêtement. Moins grandiose que plusieurs. Il y a des terrains comme plus grands au Québec, c'est sûr. Pour nous, le fait qu'il soit plus petit, c'est incroyablement le fun. Cool. Parce qu'au lieu de marcher 20 km dans la fin de semaine, t'en marches juste 10 à faire l'aller-retour 200 fois. C'est aussi plus rassurant pour les parents, le fait qu'il y ait cette grandeur-là de terrain. Parce que l'enfant, à 13 ans, ton enfant, il a le droit de jouer tout seul. Fait que tu veux pas qu'il se perde dans le fin fond du bois. Là, il va pas se perdre trop loin, on va le retrouver. Les chemins sont très bien délimités. C'est très plat. Il y a peu de dénivellation aussi. Il y a beaucoup moins de danger qu'à certains autres. Comme tu peux pas, il n'y a pas de falaise, il n'y a pas de rivière. Il n'y a pas de rivière, nécessairement. Si tu tombes dans des temps, prouve-toi. Genre, les maringouins vont te bouffer. Là, mais à part ça, c'est correct. Là, mais... les maringouins au Québec. Au Québec, là, c'est ça. Mais c'est ça. C'est un terrain qui est très safe, qui est très abordable physiquement aussi. Je dirais pas à quelqu'un qui a besoin d'être en chaise roulante, par exemple, qui pourrait venir jouer chez nous, ça serait pas le cas. Il pourrait rester dans la plaine en avant, puis ce serait ça qui serait ça, on va dire. Là. On n'est pas si accessible que ça non plus, mais en termes d'accessibilité, pour monsieur, madame, tout le monde, là, c'est vraiment quelque chose qui est phénoménal. Puis, malgré tout, il garde quand même un certain charme. Les bâtiments sont beaux. À l'entrée, on a 2 bâtiments qui sont électrifiés, chauffés. 3 en fait, là, qui sont électrifiés, chauffés. Installation sanitaire. Etc. Installation sanitaire, des vraies toilettes qui flushent. Là, genre, pour en GN, c'est comme, oh wow, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est rare. Là, on s'entend. La laveuse sécheuse au cas où tu tombes dans un trou de boue, des affaires comme ça. Fait que ça, c'est comme du gros luxe pour nous autres, là, c'est sûr. Pour nos joueurs aussi. On a accès à des cuisines, on a accès à 2 cuisines. Fait que préparer les repas du samedi soir, des choses comme ça, ben ça peut se faire pour vrai. Fait que ça donne un certain niveau de confort. Il y a un niveau de confort, mais sans perdre l'esthétique de GN, de comme je suis dans le bois quand même. Puis qu'on vit un petit peu plus à la dure quand même pour une couple de jours, là, on va dire. On s'habitue au niveau de confort, par exemple. Ouais, ça c'est dangereux. On est tourné sur d'autres terrains l'année dernière pour aider des amis à animer un GN, là, puis on était comme, ah ouais. Ouais, moi je vais pas aux toilettes cette semaine. Le portail me manque. Ouais. On s'attache. Ouais, je comprends ça. Je suis rendu un peu douillet, moi aussi. D'ailleurs, en fait, comme je réalise comme
la plupart du temps, maintenant, quand je vais sur des événements, je dors dans mon char. On a fait ça l'année passée pas mal. Ouais. On a un setup pour les fenêtres, pour avoir des screens, pour pouvoir faire Un petit espace. Un petit espace. Ouais. Mais d'ailleurs, pour dormir, on parle de confort, je sais que le portail est quand même une place assez confortable. Là. J'ai eu l'occasion d'y aller une fois. Il est limité au niveau des places offertes à l'intérieur pour dormir. Okay. Puis, quand on a 20-25 bénévoles, nous, on prend un des bâtiments. Okay. On priorise les chambres accessibles en jeu pour les familles. Donc, pour s'assurer aussi de la facilité des installations quand on peut le faire. Puis autrement, dans le stationnement, on tente facilement accessible, pas trop loin des toilettes à ce moment-là. Puis ça peut... on s'en sort bien. Ouais, puis ces installations-là, c'est encore une fois vraiment intéressant pour nous. L'aspect... on dit on est rendu douillet un peu, mais on a vieilli un peu aussi, là. On a comme le double de l'âge qu'on avait quand on a commencé à faire du GN, souvent. Là. Puis, là, on fait un peu plus de confort, mais là, si on est rendu plus vieux puis qu'on a des enfants en plus, les enfants, c'est quand c'est sale, tu veux pouvoir l'amener aux toilettes pour vrai, là, et tout, là. Fait que c'est sûr que c'est vraiment plus abordable pour les familles aussi comme terrain. Donc, pour nous, c'est un no-brainer, là, comme on pourrait dire. Oui. D'ailleurs, je suis curieux, le nom, le portail de Nyria. Y a-tu un GN qui est lié au... D'où ça vient? Je sache. Je pense que... je sais que leur devise, c'est entrer dans le rêve. Parce que onirique, ça a rapport avec les rêves. Fait entrer dans le rêve, du moins, c'était ça dans le temps. Là. Okay. C'est encore ça à certains endroits sur Internet, si ça n'a pas changé ailleurs. Là. C'est bien correct. Mais c'est ça, donc je pense que c'est vraiment ça, là, entrer dans le rêve des événements qui sont présentés. Je sais pas s'il y a déjà eu un GN qui s'appelait comme ça, mais on avait un portail qui a explosé pendant l'hiver, malheureusement. Il y a un portail sur le terrain, là, comme un portail en hexagone. Je me souviens plus. Bref, il y a un certain nombre de faces. Il n'y a plus de faces du tout maintenant, de toute façon. Oui, il existe plus tard. Si on essaie de les compter maintenant. Puis nous, on l'appelle dans notre GN à Terra. On dit, nous autres, on est sur EDA, le monde qui s'appelle EDA. Puis on a le portail de Nyria qui nous connecte au reste du Nexus, là, qui est comme le reste du multivers, là, si on veut, avec les autres GN, etc. Fait que c'est un concept qu'on a gardé. Là, de là, comment je vous ai rencontré dans un autre GN. Dans vos personnages. Exact, on s'est promené. Exactement. On se promène, on vit d'autres aventures, puis on garde notre identité un peu quand même. C'est cool, là. J'ai envie de parler de Reset. Parce que ça fait quand même 20 ans. Ça tombe bien. Que vous... OK. T'es on point. All right. C'est parce que ça fait quand même 20 ans que vous êtes en activité. Avec le temps, des fois, il y a des rebalancements qui doivent être faits. Des fois, des plus grosses refontes que juste une patch note. Tu sais. Je parle de l'historique, je te laisse aller vers l'avant. Parfait, c'est bon. OK. Je vous laisse la scène. Excellent, merci. On est à la V4 de Terra actuellement. Fait que dans une version 1 où Menvawa, c'était un sort qui te faisait reculer de 20 pas puis que tu pouvais le faire... En 2 secondes. C'est ça. Fait que c'était du D&D 2.0 où est-ce que tout fait mal puis tu one-shot, là, ça ressemble un peu plus à ça. Fait que ça a évolué, V2, V3, V4, où est-ce que là, on s'est basé un petit peu plus sur un usage de compétences. Fait que tes compétences reviennent à chaque combat, puis tu peux te resetter tout seul comme ça au niveau de ta fiche. Fait que c'est plus facile à suivre. T'as pas besoin de savoir à midi, j'ai utilisé telle compétence, il est telle heure, est-ce que je les ai repris ou... Non. Le combat est fini, t'as repris tes trucs, puis on a travaillé le système depuis... La V4 existe depuis 7 ans. Ouais. Depuis 7 ans. Fait que... Ça approche la fin d'un cycle. C'est ça. En fait, quand je suis arrivé comme coordonnateur dans le temps, on commençait à avoir un problème d'élévation de niveau, là, si on veut, dans le sens à un moment donné, il se passe des choses de plus en plus épiques, puis là, les dieux sont rendus sur la terre toutes les 2 semaines. Puis là, t'es comme, ok, bon, c'est plus spécial. Là. C'est ça. Fait qu'on a tout scrappé ça, on était dans un autre univers pour vrai. On a créé EDA. OK. Mais qui est parti de pièce, hein, le nom EDA vient de idée qui a été déformé. Oui, c'est vraiment ça. Quelqu'un a une idée pour le nom? EDA. La plupart de nos noms, on va aller chercher au niveau de l'étymologie, une origine, puis quelque chose qui fait du sens, des traductions, tu sais, comme je disais tantôt, Hiem qui veut dire maison. Fait qu'on essaye d'aller chercher ce genre de petits clins d'œil, là. C'est ça. Puis en termes de système de règles, on s'est simplifié beaucoup. Là, on veut toujours aller vers la simplification. Pas l'over simplification, mais de quoi qui est abordable, encore une fois. L'univers qu'on a présentement a été développé sur 7 ans, mais a été créé sur un coin de table. Je raconte quelque chose, puis comme je pense que comme les joueurs qu'on avait dans le temps sont peut-être plus là. Mais genre pour vrai, on a changé d'univers après. On a 3 jeux par année.
le premier était passé, c'est la fin du monde de l'ancien. Et là, on avait comme 3-4 semaines entre les deux jeux. L'univers était pas créé. Hop là. Fait que EDA, les 7 nations, les 12 dieux, la Genèse, etc. a été créé dans ces 3 semaines-là. Ce qui a fait qu'on n'a pas eu le temps de créer le scénario. Ce qui a fait qu'un de nos anciens animateurs, Laurent, pendant toute cette deuxième fin de semaine de l'été-là, était assis sur une table à pique-nique à l'extérieur de la maison où est-ce qu'on se rencontrait sur l'ancien terrain. Puis on revenait, puis il nous disait hey, maintenant tu t'habilles en ça, puis tu pars faire ça. Il écrivait le scénario sur le coin d'une table. Oh, ouais, vraiment, littéralement. Ouais. Puis ça a tellement bien marché. Nice. Puis après ça, on s'est plus organisé que ça, puis on l'a plus fait sur une coin d'une table. Aujourd'hui, on a progressé. Présentement, le scénario est écrit, mais pas écrit, mais il est décidé, je sais pas comment le dire là, essentiellement, mais il est prévu pour l'année. Okay. On sait où est-ce qu'on s'en va, puis on sait où est-ce qu'on s'en va l'année prochaine aussi. Avec vos 12 comités. Avec nos 12 comités, ça va bien. C'est ça. Ça roule. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis là, la V5 qui s'en vient, ben ça peut être un petit spoiler qu'on a. On peut donner l'année. Ouais, on donne fait que là, on est en 2024, la fin du monde est en 2026. Donc, il nous reste 3 saisons, essentiellement. C'est une primeur? C'est une primeur, on l'a jamais vu. Wow. Les gens savent que ça s'en vient. Là. Ils ont comme une idée à cause que l'histoire se déroule, puis ils sont comme, il en reste plus. On est en train de capturer les vices, les sortes de péchés capitaux. Genre. Okay. Fait que ils sont comme, il en reste 2. Fait que genre, il doit pas rester tant de temps que ça. Là, on s'entend. Ouais, mais effectivement, la fin du monde, c'est 2026. On s'en va vers la V5 après. On a des idées, on sait pas encore, mais sans parler d'idées, je veux pas spoiler là, à ce moment-ci, mais sans parler d'idées en tant que telles, le principe de base, en fait, ça serait d'intégrer, au lieu d'avoir un système de règles, un univers, puis un scénario, ça serait d'intégrer le système de règles, il y a du sens dans ton univers, et ton scénario se déroule par rapport, pour vraiment intégrer tout ça ensemble. Là. Plutôt que voici 3 systèmes, apprenez-les, non, tout est logique. La magie fonctionne comme ça parce que quand il s'est passé telle affaire, blablabla. Ouais. C'est ça. C'est simple mais intégré. Ouais. C'est vraiment cool, j'ai vraiment hâte de voir parce que personnellement je suis un gros fan de la simplification. Là. J'ai un petit peu plus de misère honnêtement là, quand mettons c'est comme ok t'as 47 PV, tu tapes de 6. Personnellement des fois j'ai de la misère à faire mes maths là, avec ça, puis là je suis comme je fais une couple de coups, ok, puis là je tombe, c'est ça. 7 PV t'es là, 5, 6, 7, 11. Tu commences à 5. Tu commences à 5, tu peux en avoir genre. Si t'es bien tanky avec de l'armure, I guess, tu peux monter à 12, 14, je sais pas c'est quoi les chiffres exactement, là, mais il y en a pas tant que ça. On comprend, nous autres non plus, faire des maths pendant 12 siècles, ça nous tente pas. Fait que, puis après ça, quand on parle de simplification, mais c'est qu'on veut simplifier le lien entre les différentes compétences, entre les différents concepts. Je peux faire des choses qui partent d'un spectre et qui s'en vont à l'autre, oui, mais est-ce que tu as une suite logique à travers tout ça? C'est ça. Tu vas justifier que tu es capable de le faire puis que tu n'auras pas besoin de demander « C'est quoi qu'il y a sur ma fiche déjà? » Parce que je vais être bien transparente, mais ce super personnage a une fiche et est capable de faire plein de choses. Puis j'accroche Thierry, puis je suis comme, c'est quoi cette compétence-là déjà? Donc, ouais, je vois le genre. D'ailleurs, je suis curieux, on aurait peut-être pu faire ça au début, là, mais est-ce que je peux rencontrer vos personnages vite fait? Certainement. Donc, vous avez devant vous Éphémère d'Amandier du Printemps. Je suis l'archidruide du clan du Printemps à la Sylphe. Ce qui me passionne réellement dans la vie, en fait, c'est que le clan du Printemps est connu pour ses artisans. Donc, à la Sylphe, c'est nous qui avons un peu la responsabilité de s'assurer que tout fonctionne, que tout soit créé de manière optimale pour que la Sylphe puisse s'épanouir. Et donc, ça fait que je passe vraiment beaucoup de temps dans mon laboratoire à essayer différentes choses, à peut-être créer des rituels. Des fois, ça fonctionne. D'autres fois, hiver, quand on se rencontre avec Épine, me dit que j'ai peut-être un petit peu abusé puis que j'aurais peut-être pas dû mélanger ces deux choses-là ensemble. Mais c'est correct, j'ai rien fait sauter encore. Ça se passe bien. Génial. C'est un plaisir éphémère. Merci. Alors moi, ça va être un peu plus... Il y a plus de secrets là, qui entourent un peu. Oh, ok. Moi, c'est Eteoclès Adeimantos. Je suis un sorcier casalien de la ville d'Alsar, la ville qui se spécialise là, dans la magie kabbalistique, les rituels, les secrets. Je fais aussi partie de l'ordre de Watal. L'ordre de Watal qui est un ordre qui garde les secrets de la magie essentiellement. Donc, il y a beaucoup de choses confidentielles là-dedans que je peux pas vous dire, bien entendu. Oh, oui. Et je suis aussi... Mettre un gros confidentiel. Ouais, ça, redacted. C'est ça, juste des gros bits pendant tout le long. Là. Puis ça, c'est information qu'il n'y a pas grand monde qui savent, mais je suis aussi le du... Oh my god, ça, faut que je censure ça. C'est ça. Ça serait peut-être mieux. Ça serait peut-être mieux. Ok. Parce que
vont vouloir apprendre cette information-là, puis je la recommanderais pas. Je pense que je vais juste mettre plein de bits partout. Donc, éphémère et Third Class, merci beaucoup d'être venu à l'émission. À défaut de vous avoir présenté au début, je vous présente à la fin. Mais, donc, on va pouvoir vous retrouver à Terra Magica. Vos dates sont sur le calendrier des GN de l'Ordre d'Azur. Tout à fait. Donc, vous pouvez les retrouver là, sur le site des Artisans d'Azur. Vous allez avoir votre page Facebook, là, vos sites web. Si on a à vous contacter, on vous contacte par où? À travers l'adresse courriel qui est organisation.terramagica@gmail.com ou simplement là, en vous ajoutant au groupe là, puis en posant des questions directement là-dessus, ça fonctionne très bien aussi. Là. Toutes les informations de contact sont sur le site web aussi ou dans la bannière du groupe Facebook. Là. Malade. Donc, sur ce, merci beaucoup pour votre belle folie des grandeurs. Et j'ai hâte de vous revoir cet été. Pareillement, merci de la partager avec nous, cette folie. Merci à toi. Ça a été tout un honneur d'être tes premiers invités là, au podcast. C'est super gentil. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de La Folie des Grandeurs. Merci pour votre écoute et si vous avez apprécié cet épisode, suivez-nous et partagez l'émission. C'est gratuit et ça fait toute la différence pour nous. Dans les commentaires, laissez-nous savoir quelle GN ou organisation vous voudriez qu'on reçoive dans le futur. Vous retrouverez tous nos épisodes sur les plateformes de podcasts habituelles comme YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Et vous pourrez nous retrouver à la page Facebook La Folie des Grandeurs. Avant de vous laisser, je vais vous inviter à aller écouter nos autres épisodes pour découvrir les autres GN et organisations qu'il y a dans le milieu. Ça s'écoute bien dans le char, puis on sait jamais, vous pourriez y trouver là où vous irez vivre vos prochaines aventures. Un immense merci à nos invités, on salue toute leur équipe et tous les GNistes qui les encouragent. Vous retrouverez les liens vers leur plateforme dans la description de l'épisode. La musique du podcast est une gracieuseté de Faria Faraji, le montage et les arrangements sont faits par moi, votre hôte, Christophe Chapelot. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne saison de GN et on se revoit dans le prochain épisode de La Folie des Grandeurs. À bientôt.